Bienvenue dans un des lieux les plus insolites que vous pouvez voir dans la partie sud de Paris, notamment dans le 14e arrondissement, que c'est en fait la petite ceinture, on peut l'appeler la petite ceinture du sud. Alors, vous savez bien que la petite ceinture, elle fait à peu près, c'était l'ancienne voie ferrée qui faisait les tours de Paris pendant quasiment un siècle, d'accord? Donc, il y a à peu près 36 km à explorer. Mais de plus en plus, ces lieux qui étaient fermés au public pendant plusieurs années, il vient de rouvrir. Notamment ici, on est dans un fragment qui fait à peu près 2 km, 1,5 km à peu près. Et c'est un lieu qui a été réouvert en fait en 2013, d'accord? Donc, c'est un lieu qui est super à la fois pour un niveau de la biodiversité, à la fois aussi au niveau street art. On va voir pourquoi. Par exemple, on commence ici parce que vous pouvez déjà commencer. Ça, c'est l'entrée, c'est l'une des entrées en fait, des deux entrées avec lesquelles on peut quand même s'y mettre dans ces petits fragments. C'est à l'entrée de l'ancienne station en fait de la voie ferrée du Sud. Aujourd'hui, ces lieux, vous pouvez carrément les voir avec des briques. Il est devenu un restaurant, lieu d'événement. Il s'appelle Les Poinçons. Et on commence par ici. Pourquoi? Parce que déjà, vous pouvez commencer à regarder comment beaucoup de street artistes ils vont choisir aujourd'hui ces endroits, donc l'ancien voie ferrée de Paris, pour la décorer. D'accord? Ici, notamment, vous avez un artiste qui s'appelle Quentin Duroux, et il a réalisé en fait cette œuvre au fil des derniers mois. Vous allez voir, on va descendre et on va faire un voyage un petit peu dans les temps. Alors, comme vous pouvez voir ici, en fait, on est en train de descendre, donc de se mettre sur l'ancien voie ferrée. Je vais vous montrer juste une chose. Ici, c'est un petit paradis pour tout ce qui est street art et notamment pour tout ce qui est graphe. Donc, juste un paire de choses sur le mot graffiti. Ça vient d'où ces mots? Alors, ces mots, il a quasiment toujours existé. Ça vient de l'ancien grec, le verbe grec graphein, que ça voulait dire laisser une trace sur les murs. Donc, dès qu'on commence à avoir des murs, on peut avoir des graffitis. Les ancêtres des graffitis actuels, ils étaient les peintures sur les murs des grottes. Pensez carrément aussi à Lascaux. Or, aujourd'hui, graffiti, on entend pour graffiti, en fait, les mots écrits sur les murs. Alors, chaque graffiti a un style différent. Ici, vous pouvez bien voir, dès qu'on commence à descendre, on en trouve des dizaines et des dizaines et des dizaines. Or, les mots graffiti, comme on l'entend mieux aujourd'hui, il est né aux États-Unis, vous savez bien, entre les années 70 et 80. Donc, on a plusieurs styles différents de graffiti, selon les types de lettres qu'on va réaliser. Ici, je vais vous en montrer seulement quelques-uns. Par exemple, quand vous avez un style avec des lettres bien arrondies, ben, ce style-là, on l'appelle le style bubble. Bubble, ça veut dire qu'on fait littéralement des boules. Donc, ce sont des lignes qui sont très courbes. À l'opposé du style bubble, on a le style bloc. Le style bloc, en fait, avec des lettres beaucoup plus carrées. Comme vous pouvez voir ici, on est dans la première partie de ces fragments de la petite ceinture du 14e. On est à côté du métro Alésia. Et comme vous pouvez bien voir, il s'agissait de l'ancienne voie ferrée. Ces lieux ont été aménagés par la mairie au fil des dernières années. Donc vous pouvez même voir à côté, on a réalisé un terrain de pétanque. Donc, le but de ces lieux, c'est de les rendre accessibles à un grand public et de les rendre aussi disponibles pour les artistes de street art qui ont envie de les décorer et ils changent les œuvres que vous pouvez voir ici quasiment tous les mois. Donc, vous pouvez les considérer comme une sorte de mur à expression libre en fait. Ça veut dire que si vous venez ici à n'importe quel type de moment de la journée, vous trouverez des artistes en train de travailler. Or, vous savez bien que dans la rue, il n'y a pas forcément un code. Non? Il y a la plupart des gens qui disent, mais est-ce qu'il y a des règles écrites pour se respecter en tant qu'artiste? Or, normalement, non. Mais il y a quand même un code qui consiste tout simplement à faire ça. Par exemple, si moi je suis un artiste et je réalise une œuvre sur un mur, ok, moi je suis un autre artiste, je viens ici, j'ai envie de la couvrir, ben, pour la couvrir, il faut que je la couvre entièrement et après, je réalise par-dessous mon œuvre. Ça veut dire que si moi je prends juste ma bombe de peinture et je fais un tag, petite signature en dessous d'une œuvre qui existe déjà, ça c'est pas forcément bien vu. Donc,
Très souvent, qu'est-ce qu'ils font les artistes? Ils réalisent une œuvre, après, il arrive un autre artiste, il la couvre entièrement et il réalise par-dessous son œuvre. Là, c'est bien accepté. Alors, vous pouvez bien voir ici, parce que toute cette partie, elle est dédiée justement à l'expression libre. Donc, vous retrouverez des graffitis, mais vous retrouverez aussi des œuvres un peu plus complexes, notamment des portraits, des dessins, des images beaucoup plus complexes au-delà du simple graffiti. Alors, rappelez-vous bien aussi d'une chose, ces lieux, ils ne restent pas ouverts jour et nuit. En fait, il y a une heure d'ouverture et une heure de fermeture, mais quand même, les artistes, très souvent, ils y viennent pendant la nuit et ils réalisent leurs œuvres quand même. Donc, imaginez-vous bien, pour réaliser une œuvre de ce type, ou un mur de ce type, ça dépend toujours du projet qu'a l'artiste. Ça peut durer quelques heures, ça peut durer aussi plusieurs jours, en fait. Tout ça dépend un petit peu de la dimension et de la complexité de l'œuvre qui a été réalisée. Alors, une chose qui est aussi très intéressante ici, c'est que ces fragments de la petite ceinture, aujourd'hui, vous pouvez carrément les entendre, ils sont aussi des réserves de biodiversité. Ça veut dire qu'il y a plus de 200 espèces animales qui habitent ici. Donc, pour quelle raison aussi ces lieux, normalement, ils restent fermés pendant la nuit? Pour ne pas déranger les oiseaux, pour ne pas déranger les petits mammifères qui habitent ici, en fait. Ils ont fait de cette petite ceinture leurs habitats. Alors, une chose qui est assez intéressante aussi, c'est que la petite ceinture, elle n'est pas du tout éclairée pendant la nuit. Pour quelle raison? Pour la simple et bonne raison, encore une fois, de ne pas déranger les espèces qui habitent ici. Donc, regardez bien, il y a une variété des murs, des dessins, des graffitis qui est assez impressionnante. Donc, c'est clair que pour réaliser ces œuvres, vraiment, normalement, un artiste, qu'est-ce qu'il fait? Il fait avant un petit projet, il fait les mêmes graffitis, mais en plus petit, et après, il va l'agrandir directement sur les murs. Donc, en utilisant les proportions, en utilisant aussi la perspective, il va agrandir son œuvre. Donc, il s'agit d'un travail quand même qui est très méticuleux. Très souvent, on les prépare à l'avance, des jours et des jours à l'avance, avant de les réaliser directement sur place. Or, comme vous pouvez voir aussi, il n'y a pas une seule partie de cet endroit qui n'est pas décorée, sauf bien sûr les plafonds, qui n'est encore pas forcément réalisés. Alors ici, je vous invite à voir notamment des œuvres qui sont beaucoup plus complexes, comme par exemple ces cœurs. Alors, rappelez-vous bien que la plupart des gens, très souvent, ils disent, mais les artistes de street art, ils sont des vandales, ils n'ont pas de la bonne technique. Or, ça, c'est pas vrai. C'est quasiment pas vrai. Pour quelle raison? Parce que pas mal de ces artistes, aujourd'hui, ils sortent, pas seulement aujourd'hui, mais les dernières années, ils sont sortis des écoles des beaux-arts. Donc, faites attention parce que street art, c'est un mot que concrètement, ça ne veut rien dire. Dans le sens que si je vous montre une œuvre à une personne et à une autre personne différente, l'une elle pourra me dire il s'agit d'une œuvre géniale, l'autre pourra me dire mais c'est dégueulasse, c'est pas du tout joli. Alors c'est un gros mot, il a été inventé ces mots seulement dans les dernières années pour définir toutes les formes artistiques que vous pouvez voir dans la rue, mais ça dépend forcément de votre sensibilité. Or les graffitis font partie du street art, mais du street art, ils font partie aussi des très beaux tableaux à ciel ouvert, comme par exemple ici, ce très joli cœur réalisé par TDS cette année. Ici, la chose que je vous invite à faire, c'est de vous immerger dans cette ambiance. On dirait qu'on est dans une boule, littéralement dans Paris. Pour quelle raison? Parce que déjà, on est à l'abri des voitures, on est beaucoup plus à l'abri de la pollution, du coup, et on a quand même un espace qui est repeuplé par les animaux, par les plantes. Donc, je vous disais, il s'agit, quand vous allez voir la petite ceinture et les fragments de cette petite ceinture, il s'agit des boules de biodiversité qui sont très, très importantes pour Paris, surtout dans ces dernières années. Je vous invite aussi à voir une chose qui est assez intéressante. Je vous avais dit, ça c'est un fragment qui a été ouvert pour le public, mais vous voyez bien que c'est un fragment qui est limité
Par exemple, on n'a pas du tout le droit de rentrer dans les tunnels qui est après les poinçons parce qu'il n'est pas encore sécurisé. Donc, il y a quand même des gens qui travaillent pour la mairie qui peuvent y accéder, mais le public, il est limité, entre guillemets, dans cet espace pour des raisons de sécurité et pour des raisons aussi de protection de l'environnement aussi. Ça veut dire qu'on va on ouvrira de plus en plus de nouveaux fragments de la petite ceinture, mais quand tout sera prêt. Ça veut dire que tout sera bien aménagé et on aura mis aussi à disposition du public des lieux pour jouer, pour marcher sans problème. Alors, à propos de la biodiversité, une opération qui était très importante, qui a été faite par la mairie aussi, c'était d'installer ces boîtes à insectes pour encourager la reproduction aussi de ces insectes. Donc, c'est assez sympa parce que vous en trouverez plusieurs. Pas seulement ici dans la petite ceinture du 14e, mais aussi dans la coulée verte, par exemple, à partir de la place de la Bastille jusqu'au parc de Bercy. Donc, plusieurs boîtes pour les insectes, justement, encore une fois, pour encourager et sensibiliser les publics à la biodiversité. Après, malheureusement, vous pouvez le voir quand même ici, il y a toujours quelqu'un qui a pris sa bombe de peinture et il a décidé de faire son tag, sa signature par-dessous. C'est un petit peu dommage, mais on va en recréer plusieurs. Il y a aussi pas mal d'associations en fait du quartier qui s'occupent justement de la protection et de la valorisation de la biodiversité ici. Donc c'est un lieu qui est très très important ici. Alors ici, je vais vous montrer quelque autre chose d'assez sympa. On a en fait plusieurs parties couvertes en fait. Ils correspondaient justement aux arrêts de la petite ceinture de la voie ferrée. Rappelez-vous bien d'une chose en fait. Cette voie ferrée qui amenait quand même les personnes jusqu'en 1924, en fait, il a parté de l'est de Paris et il arrivait jusqu'aux usines Citroën, au parc André Citroën et aussi aux abattoirs de Vaugirard, là où aujourd'hui il y a le parc Georges Brassens. Donc c'est un lieu quand même très important parce que jusqu'en 1924, il y avait quand même la possibilité pour les personnes de prendre la voie ferrée et il y avait quand même un transport des marchandises jusqu'en 1990. Donc c'est un lieu qui est aussi stratégique parce que justement les abattoirs de Vaugirard et les usines Citroën, on pouvait tranquillement les attendre ici. Donc, ils ne sont pas du tout loin d'ici. Autre chose qui est assez intéressante, encore une fois, dès qu'on a des grandes surfaces, on a les artistes qui vont les décorer. Donc, vous retrouverez énormément de personnages, comme c'est très sympa visage d'échange qu'on trouve ici. Vous retrouverez à chaque fois les noms des artistes qui l'ont réalisé. Par exemple, ici, vous pouvez clairement voir Charlotte TLL, qui l'a réalisé en 2023. Donc, à chaque fois, les œuvres, ils vont changer. Donc, je vous invite vraiment à les découvrir à plusieurs reprises, cette petite ceinture, parce que ça va changer tous les temps. Et je vous dis, pour l'instant, on n'a fait même pas 1 kilomètre. Et vous avez bien vu combien d'artistes on a déjà rencontrés sur nos passages. Alors ici, à propos justement du discours qu'on faisait avant par rapport à où aller la voie ferrée, ici vous avez des indications qui sont assez sympas parce que vous trouverez, ok, aujourd'hui bien décoré avec des tags et des graffitis, les lieux où on se trouve maintenant. Par exemple, juste en hauteur, en dessous de nous, il se trouve l'avenue Jean Moulin. Autre chose aussi que vous pouvez voir sont les plaques ici, des plaques sur les sols qui ils servent à vous orienter un petit peu parce que vous vous rappelez, je vous avais dit, les parcs Georges Brassens, là où il y avait les abattoirs de Vaugirard, ils se retrouvent vers l'ouest de Paris, donc à peu près à 13 km 90. Et à l'est, donc à l'opposé, on retrouve la porte d'Orléans. Donc c'était des indications qui étaient très intéressantes aussi et qui le sont toujours en fait pour s'orienter, pour savoir un petit peu où on est en train d'aller. Et autre chose aussi que je vais vous montrer, en fait,
chaque segment de la petite ceinture, elle était très souvent séparé ou il était justement fermé par ces portes métalliques qui sont utilisées aujourd'hui par des artistes, encore une fois. Donc, dès qu'on arrive à avoir un espace, ben, on peut l'utiliser. Notamment ici, vous avez un artiste qui est assez rigolo, il s'appelle Nosby. Et Nosby, en fait, il réalise à chaque fois des monstres, des petits monstres, on dirait quasiment des monstres surréalistes, avec un style qui est typique à lui, mais à lui tout seul, en fait. Autour d'ici, après, encore des graffitis, encore des messages. Et encore une fois, encore des oiseaux. Parce que si on s'était un peu, on peut les écouter. Donc encore une fois, cette combinaison qui est assez magique entre la biodiversité d'un côté, l'histoire de Paris de l'autre côté et quand même les street art. Vous mélangez les tout et vous avez la petite ceinture du Sud. Alors, ici, comme vous pouvez voir, c'est un lieu aussi qui se prête très bien pour faire du sport, notamment pour aller courir. Si vous venez ici pendant toute l'année, vous retrouverez toujours des marcheurs, toujours des runners. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'un des très peu, ou l'un des seuls lieux de Paris dans lesquels on n'a pas beaucoup de pollution et du coup on peut tranquillement faire du sport sans aucun souci. Donc vous trouverez très souvent même des personnes âgées qui ils s'amusent à prendre, ils s'habillent en tenue sportive et ils font leur footing quotidien ici. Alors une chose qui est assez intéressante, encore une fois, vous voyez, on est juste au-dessus d'un pont et on retrouve encore une fois des graffitis. Cherchez de regarder bien ce dont on avait parlé tout à l'heure. En fait, je vous avais expliqué que si moi je vais réaliser mon œuvre, il faut que j'efface complètement l'œuvre qui a été là avant. Donc vous voyez qu'il y a carrément plusieurs couches en fait qui racontent un petit peu l'histoire de ces lieux. Ça veut dire, derrière il y avait un graffiti, derrière encore il y avait un autre graffiti, mais à chaque fois on l'efface complètement et on réalise par-dessous, par-dessous, par-dessous. C'est comme un petit peu les papiers d'identité de ces lieux. Vous pouvez voir vraiment la stratification des interventions des artistes. Ça, c'est quelque chose de vraiment assez sympa. Et vous pouvez voir aussi que très souvent, il y a même des enfants qui peuvent s'amuser à décorer eux-mêmes avec des bombes de peinture. Ce n'est pas rare de trouver très souvent des artistes qui viennent ici avec leurs enfants, des parents qui viennent ici avec leurs enfants et viennent ici justement pour décorer un petit peu les murs. En fait, ici, vous pouvez les considérer comme des lieux à expression libre. Il n'y en a pas beaucoup parce que si vous faites ça sur les Champs-Élysées, ça va vous coûter très très cher. Ici, on est beaucoup plus tolérant en fait parce qu'on donne de la couleur à des lieux qui sinon ils resteraient un petit peu ennuyeux. Alors ici, toujours à propos de la biodiversité, on avait vu tout à l'heure les cages à insectes. Ben ici, on voit des petites maisons faites pour les oiseaux. Donc on en trouve plusieurs. Le problème, c'est qu'ils se cachent parmi la végétation. Mais on a très souvent des oiseaux qui viennent ici pour se réparer, pour se nourrir. Donc encore une fois, c'est un lieu qui est adapté ou qui veulent s'adapter de plus en plus aux 220 espèces entre animaux et plantes qui y peuplent cet endroit. Alors, ici, je vous présente un lieu qu'il ne s'agit pas de la porte vers l'enfer ou autre chose, même si ça peut faire un peu peur, parce qu'à l'intérieur, on voit quasiment rien. Mais rappelez-vous bien qu'il y avait pas mal de petites constructions de ce type, parce que c'était des lieux, en fait, des dépôts. En fait, on déposait ici de la marchandise, des matériaux pour, par exemple, restaurer ou réparer les rails. Donc, prenez pas peur, ça fait un peu peur aussi. Il y a toujours quelqu'un qui me dit c'est l'entrée secrète pour les catacombes, pour les cataphiles et les rave parties des catacombes. Non, je peux vous assurer que ce n'est pas le cas ici, mais ça fait quand même un petit peu de charme, un peu quasiment gothique, non? C'est l'antre de l'enfer, on dirait ici. Voilà, encore une fois, complètement décoré par les artistes d'ici.
Là, comme vous pouvez bien voir, on est arrivé à la fin de notre petit fragment. Donc, on est arrivé à la rue Didot. Rappelez-vous bien, on est parti à l'auteur du métro Alésia et on a fait à peu près 1,3 km, 1,5 km. Donc, même si vous avez bien vu, la distance n'était pas très grande, on a quand même profiter de ce lieu qui est un lieu un petit peu magique. Comme je vous disais, justement, on a profité du street art, on a profité de la biodiversité. Or, nous, on pourrait voir aussi continuer à les parcourir. Le gros problème, c'est que, comme vous pouvez bien voir, cette partie-là, elle est fermée. Ça ne nous empêche pas aux artistes de rentrer et de réaliser leurs œuvres, mais elle est fermée pourquoi? Parce qu'en fait, juste devant vous, vous avez un tunnel qui arrive jusqu'au 15e arrondissement. Et c'est un tunnel qui fait un peu peur. Je peux vous l'assurer parce qu'on l'a parcouru avec un ami une fois. On dirait que c'est un tunnel qui n'est pas très long. En réalité, il est bien long. Il faut au moins une vingtaine de minutes pour le traverser complètement. Or, dans ce tunnel, en plein milieu de l'obscurité, ce n'est pas rare de trouver des artistes. Or, vous pouvez me dire, mais pourquoi un artiste il a besoin de décorer un lieu complètement sans lumière? C'est la question que j'avais posée à pas mal d'artistes ici qui m'ont expliqué tout simplement une chose. Nous, on réalise nos œuvres à l'intérieur de ces tunnels, pas parce qu'elles soient visibles à tout le monde, mais parce qu'elles restent le plus longtemps possible. C'est sûr et certain qu'une œuvre réalisée en pleine obscurité, elle ne sera pas si facilement effacée par notre artiste. Et du coup, c'est cette idée d'avoir un petit peu l'immortalité, non, quand on réalise une œuvre, que là, on peut tranquillement la faire. Du coup, ce n'est pas rare de voir, même en plein milieu de la nuit, des artistes qui arrivent avec des petites torches ou des petites lampes et ils sont en train de décorer même un lieu qui est quasiment inaccessible. Mais du coup, là, on s'apprête à sortir de notre petite ceinture du Sud, fragment du 14e et partie du 15e arrondissement. Donc, vous allez me suivre et on va les revoir pour une dernière fois de toute hauteur. Alors, on dit au revoir du coup à cette petite boule d'épée qu'on a bien visitée ce matin. Et j'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous pour des prochaines visites des lieux insolites de Paris, pour d'autres fragments de la petite ceinture et pour d'autres lieux incontournables du street art parisien. Bene, du coup, bienvenue dans le 14e, on est en plein cœur du quartier des Bernetti. C'est un lieu que moi je trouve vraiment fantastique. J'y ai habité déjà pendant plusieurs années, notamment cet endroit où on se retrouve maintenant. C'est l'un des endroits les plus beaux de tous les 14e en fait. Vous êtes à côté du square Giacometti et vous avez ici ce qu'on appelle la rue des Thermopyles. C'est l'une des rues les plus intéressantes et les plus magiques de tous les sud de Paris. On verra pourquoi en fait. Déjà on commence un petit peu à se regarder tout autour. C'est une rue qui donne quand même énormément de place au street art. Donc encore une fois on retrouvera nos artistes qu'on avait vus avant à la petite ceinture et on les retrouve aussi ici. Ici vous avez notamment aussi des artistes qui utilisent des techniques aussi un petit peu différentes. Notamment, vous trouverez des mosaïques avec Mr. Joule et vous retrouverez aussi une chose qui est assez sympathique parce que si vous allez me suivre ici, on retrouvera aussi des artistes qui travaillent mais avec la musique. Or, vous pouvez penser comment on peut travailler avec la musique. Il y a un collectif d'artistes qui s'appelle The Atomic Nation et qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Ils vont coller des boîtes à musique et ils vont donner justement du son aux roues qu'on peut voir ici. Notamment, vous avez la Street Music Box, réalisée en 2020. Normalement, on aurait pu mettre en musique directement les murs de ces roues. Donc, c'est quelque chose d'assez sympathique parce qu'encore une fois, les street art n'a pas de limite en fait. On peut faire même de la musique avec. Un autre artiste qui est très important, c'est Monsieur Le Chat, que vous avez ici. Il est très renommé parce que vous retrouverez des centaines de chats avec un gros sourire dans tout Paris. Il y en a un, par exemple, aussi dans la place Dauphine.
Donc même en plein cœur des pays, là où il y a les bâtiments un peu plus renommés, ben, on retrouvera aussi ces artistes. Or, c'est un qui est vraiment magique. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, vous avez cette biodiversité qui est très importante. Notamment à côté, vous avez les Square Giacometti avec aussi des petites tables pour jouer aux échecs. Donc, c'est une roue qui est très vivante. On organise énormément de fêtes pendant l'année. Donc, on va en parler aussi bientôt et je vous invite vraiment à la découvrir avec moi. Or, si vous faites attention, on retrouve ici une petite boîte à musique. Le problème, c'est qu'on peut entendre un petit peu le son. Le problème, c'est qu'après quelques mois seulement, il commence un petit peu à se détruire ces boîtes à musique. Mais c'est quand même très intéressant, notamment dans cette première partie de la roue de Thermopyles. Alors, je vous rappelle, Thermopyles, c'est ce nom qui rappelle un petit peu la bataille, non, en Grèce qu'on avait fait. Et c'est quelque chose d'assez sympa parce que vous avez énormément d'associations des quartiers aussi qui ont réalisé des lieux de partage. Notamment ici, il y a une petite ferme avec justement des petits rabbits qu'on peut carrément les voir ici. C'est un lieu qui est vraiment particulier en fait. Ça s'appelle la maison grecque ici. C'est un lieu qui est ouvert au public très souvent pendant l'année. En fait, on organise des fêtes des quartiers. On a même la fête de la roue de Thermopyles dans la première moitié du mois de juin. Et on organise énormément d'événements. Par exemple, on organise des petits marchés, on organise des petits buffets aussi. Donc, il y a vraiment cette idée du partage qui est très importante. Donc, vous avez petit jardin partagé aussi à côté. Vous avez pas mal de tables, on organise, comme vous pouvez bien voir ici, énormément d'événements. Et on a encore une fois, comme on avait vu tout à l'heure dans la petite ceinture, ben, la pétanque qui est très très importante ici aussi. Et encore une fois, vous pouvez voir les petites boîtes pour les oiseaux. Donc, encore une fois, c'est la diversité des espèces animales qui est très importante aussi. Donc, je vous invite vraiment à regarder même les petits détails, avec les petits appartements, avec les balcons, avec très bien décorés. On se croirait carrément à la campagne. Et pourtant, on est en plein cœur du 14e arrondissement. Justement, entre la station de Pernetti et la station de Plaisance. Donc, on est sur la ligne 13, qui n'est pas très renommée pour être la ligne la plus calme des pays, comme vous le savez bien. Et pourtant, en plein milieu de ces quartiers, on arrive à voir une roue de ce type. Donc déjà, elle est une roue qui est fantastique parce qu'elle est une roue qui est réalisée en pavé. Donc rappelez-vous bien, la plupart des roues pavées de Paris, ils ont disparu. Quand? Ben, pendant les 68, avec les manifestations entre les étudiants et la police, en fait, il y avait l'ancien préfet de la police qui avait décidé de couvrir la plupart des roues pavées de Paris. Aujourd'hui, on en retrouve très peu. Et ça, c'est un exemple de comment il devait être Paris il y a des années et des années et des années. Parce que regardez bien la vue qu'on a de cette roue, elle est une roue qui est magnifique. Dans le sens que déjà la roue, elle n'est pas grande du tout, elle est complètement pavée et on retrouve énormément de petites maisons. On va les découvrir. Comme vous pouvez voir, on ne se croirait pas du tout à Paris ici. Rappelez-vous bien en fait que l'histoire de ces quartiers, les quartiers de Pernetti, elle est une histoire qui a plusieurs années. En fait, pendant des siècles, cette partie-là, elle n'était pas une partie très bien faite, il n'y avait quasiment rien. À partir de la deuxième moitié du 19e siècle, on a commencé à bâtir énormément de maisons et de petits bâtiments, notamment avec des ruelles qui devraient vous rappeler les ruelles d'un petit village. Rappelez-vous bien aussi que pendant les expositions universelles de Paris, ici, il y avait énormément d'ouvriers. En fait, ils travaillaient dans ces quartiers et après, ils allaient à travailler en centre de Paris pour réaliser les grands bâtiments.
Pas loin d'ici, par exemple, il y a une église, peut-être qu'un jour on la verra ensemble. C'est une église, ça s'appelle Notre-Dame du Travail, qui a été réalisée avec les matériaux des vieux bâtiments de l'exposition universelle. Donc c'est une église avec du fer, de l'acier, du verre. Or, les petites maisons que vous avez ici, elles étaient à l'époque aussi habité par les ouvriers, en fait. Il devrait vous rappeler, par exemple, un endroit comme la Butokai, qui est pas loin d'ici, notamment la petite Villa d'Aviel ou la petite Alsace. On retrouve un petit peu la même ambiance. Et vous voyez, chaque petite maison a sa petite entrée. Vous avez aussi quelque chose qui est assez sympa, parce que vous avez aussi des artistes qui ont célébré l'énorme Thermopyles avec justement là une reprise de la vieille guerre, non, la bataille des Thermopyles entre l'Empire persan et les Grecs, notamment les Spartiates, qu'ils avaient réalisé en fait ici. La petite œuvre que vous voyez ici, en fait, elle célèbre un petit peu l'origine du nom de la roue. On est en train de faire pas mal de travaux aussi dans ces derniers temps, mais on respire vraiment cette ambiance du passé, cette ambiance du village. Et le roue qui est incroyable, notamment quand il commencera à faire un peu plus chaud. Parce que vous allez voir, si vous venez ici pendant les mois de mai et de juin, elle est complètement couverte de plantes. Du coup, c'est une roue verte. On n'est pas de la coulée verte comme on avait vu tout à l'heure, mais quand même, on a encore une fois cette composante végétale qui est très très importante ici. Alors ici on arrive à la fin, quasiment à la fin de la roue de Thermopyles. Comme vous avez bien pu voir, il y a une première partie qui est plus dédiée au street art et à l'ambiance un petit peu partagée, des jeux, des tables de jeux, des lieux de rencontre, et une partie un peu plus résidentielle qui est celle-ci, avec justement cette ambiance un petit peu hors du temps. La chose qui est assez sympa, c'est qu'après vous voyez la roue qui est à la fin de la rue de Thermopyles, c'est la rue Raymond-Losserran. C'est un petit peu les grands axes du quartier des Pernetti. Et une rue qui est très riche en boutiques, en restaurants et en petits commerces. Donc, c'est une rue qui est très, très vivante et très bruyante. Mais quand on est ici, on n'entend quasiment rien. Ça fait justement le charme de l'une des plus belles rues du 14e arrondissement de Paris. Et c'était un plaisir de vous la montrer.